Bonus. Trax. Le 13 décembre 2010 sortait directement en vidéo Ultramarines, le premier et unique film officiel de la licence Warhammer 40 000, alors scénarisé par le romancier Dan Abnett et coproduit par Games Workshop à travers l'une de ses très nombreuses filiales, à savoir Codex Pictures. 13 ans après ce long métrage d'animation, la popularité du hobby Warhammer 40 000 a très largement explosé, notamment grâce à des stars comme Henry Cavill. Et alors que Games Workshop s'apprête à remettre le couvert par l'intermédiaire d'Amazon, il était grand temps pour nous de nous demander comment les deux entreprises et leurs musclés champions peuvent réaliser l'impossible, à savoir adapter Warhammer 40 000 en bonne et due forme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Len Rider pour ce qui est très certainement le dernier épisode de l'année. Entre Noël et Nouvel An, entre le fromage et la bûche, je vous offre ce petit cadeau qui fait suite à une annonce, et non des moindres, l'annonce enfin officielle d'un partenariat trouvé entre Games Workshop d'une part et Amazon de l'autre. Alors je dis enfin officiel parce que ceux qui ont la mémoire la plus longue, enfin bon, ça date d'il y a à peu près un an, donc pas de quoi en faire un fromage, justement. Mais bref, en décembre 2022, suite à une succession d'articles qui disaient que Games Workshop avait trouvé un accord avec nos chers amis d'Amazon pour développer la licence Warhammer 40 000 sur les écrans, Warhammer Community on avait un peu l'impression, était forcé de publier son propre article, plutôt que de laisser la presse hollywoodienne ou spécialisée dans l'entertainment annoncer la nouvelle, et donc il nous avait gratifié d'un article plutôt laconique, assez peu détaillé sur le fait que leur licence phare allait arriver sur les écrans grâce aux efforts combinés, bien sûr, de l'entreprise Games Workshop, mais aussi d'Amazon et d'Henry Cavill, qui du coup était petit à petit devenu la star associée à Warhammer 40 000, mais ça on va en reparler si vous le voulez bien dans quelques minutes. Il y avait également un quatrième acteur cité dans cet article, c'est la société Vertigo Entertainment, une maison de production qui est notamment responsable de la grande aventure Lego, les films Lego tout simplement, et donc on voit finalement que les deux grosses entreprises au cœur du deal s'étaient tournées vers une maison de production qui avait déjà adapté des jouets, pour le dire vulgairement, sur les écrans. On va faire un bond dans le temps et revenir en décembre 2023, avec du coup cette fois une annonce qui est officielle après plusieurs mois d'absence, dans un article de Warhammer Community qui est guère plus détaillé, mais qui nous apprend deux ou trois choses. Déjà, on nous apprend plus ou moins que Vertigo Entertainment ne fait plus partie du deal, puisqu'ils ne sont pas cités dans cet article, et que je n'ai pas trouvé de traces de leur implication dans des articles récents, les plus récents datant de décembre 2022, tout logiquement. Ensuite, bien sûr, on nous reparle de Henry Cavill, mais on nous dit également que, tout reste à faire. Tout reste à faire parce que vous connaissez peut-être un petit peu comment ça fonctionne dans le cas d'une série ou d'un film. Tout commence par le scénario, et il faut donc réunir une équipe créative qui va écrire ce dit scénario avant de lancer la production à proprement parler. Et on le voit d'ailleurs assez naïvement dans l'article de Warhammer Community, on nous demande, tiens, est-ce qu'il faut aller sur le grand écran, est-ce qu'il faut aller sur le petit écran, est-ce que vous aimeriez voir telle ou telle série, on se doute bien que ce n'est pas nous qui allons décider du sort de l'adaptation de Warhammer 40 000 sur les écrans, mais effectivement, ce qu'on peut retenir de ces questions un petit peu naïves, c'est que tout reste à faire et qu'il n'y a encore rien de particulièrement établi. Si ce n'est effectivement une forme de casting, puisque Henry Cavill est là, et il est là depuis un petit moment déjà. Avant toute chose, je voulais un peu faire ce rappel presque historique en fait de la relation de notre cher Superman avec le Hobby. Il s'était affiché, on va dire, plutôt récemment, pendant le Covid, il me semble, en tant que peintre, voilà, adepte du fameux plastic crack. Donc on avait vu une petite tête de Custodes en photo sur son Instagram. C'est là qu'on savait que enfin
Il était l'un des nôtres, l'une des Ghouls, le primarque des Ghouls, l'empereur peut-être des Ghouls, qui sait. Mais avant ça, il avait été plus subtil. Il nous disait par exemple quelques années avant que son romancier préféré c'était Aaron Dembski-Bowden, qui est un romancier qui écrit quasi exclusivement pour la Black Library. Donc on va dire que les oreilles les plus attentives avaient déjà un petit peu compris que notre ami Henry Cavill était au moins intéressé par le lore, si ce n'est par tout le reste du hobby Warhammer 40 000. Mais effectivement, il y est allé de plus en plus brutalement, de moins en moins subtilement en tout cas, notre cher Henry, avec des références qui se sont multipliées, notamment sur les réseaux sociaux, où on l'a vu effectivement peindre des figurines, porter des t-shirts ou des sweats à l'effigie de Warhammer 40 000, et puis après plus largement en interview, notamment dans les interviews qu'il a pu donner autour de la série The Witcher, où il ne pouvait pas s'empêcher de parler de Warhammer 40 000, et notamment cette célèbre discussion où il voit un espèce de chandelier, je crois, dans la série The Witcher, qui ressemble selon lui à une Blackstone Fortress, donc ces espèces de vaisseaux antiques, stations spatiales qu'on retrouve dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc bref, il a geeké, et on avait l'impression qu'il geekait d'autant plus que sa situation à la fois dans le DCEU, donc l'adaptation sur les écrans de l'univers DC, et dans la série The Witcher, commençait à être un petit peu délicate. Il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que voilà, il reviendrait peut-être en Superman, mais c'était pas sûr. Au final, on a appris depuis que c'était un gros caprice de Dwayne Johnson qui voulait absolument l'avoir en scène post-générique de son film Black Adam, et tout ça a finalement capoté quand James Gunn, qui a fait le mercato de Marvel depuis chez DC, depuis Marvel chez DC, a récupéré DC pour justement remettre un petit peu au pas cet univers, et donc il a trouvé un nouveau Superman, et donc Henry Cavill, à peine annoncé de retour dans le rôle après des années d'absence, a dû trouver autre chose sur lequel jeter son dévolu, et cette chose-là, c'est Warhammer 40 000. Il avait finalement bien préparé la chose avec tous ses posts et ses allusions sur les réseaux sociaux, mais il y a eu un vrai revirement dans le personnage qui, plus que jamais, s'était imposé comme je le disais tout à l'heure, peut-être notre primarque, notre empereur à tous, quand il s'était rendu au Warhammer World à Nottingham, donc le QG de Games Workshop, et où l'entreprise s'était pas gênée pour faire une petite vidéo promotionnelle autour de ça, histoire peut-être de prendre la température. Voilà pour le parcours de notre cher Henry, qui donc du coup est un fan visiblement assez absolu de l'univers de Warhammer 40 000, et du coup, pour ça, on le kiffe, forcément, pour ça, et puis bien sûr pour quelques rôles. Moi, je sais que j'ai beaucoup de sympathie pour son Superman, et bien sûr son excellente moustache dans Mission Impossible Fallout. Et donc, Henry Cavill sera de la partie, mais pendant un temps, c'est à peu près tout ce qu'on savait, et d'ailleurs, on ne savait pas grand-chose d'autre, parce qu'entre décembre 2022 et décembre 2023, ça a été un peu l'encéphalogramme plat, toute cette histoire, et notamment, on avait appris dans des rapports officiels de Games Workshop, que vous pouvez trouver assez publiquement et assez librement, tout à fait légalement en tout cas, sur leur site corporate, que l'accord entre Games Workshop et Amazon n'avait pas été signé. Il ne s'agissait pas d'un contrat officiel et acté, il y avait une sorte d'accord de principe, et maintenant les deux entreprises devaient se mettre d'accord sur comment adapter Warhammer 40 000, et finalement il semblerait que ça leur ait pris quand même plus d'un an, dans lequel on a pu voir fleurir tout un tas de rumeurs jusqu'à très récemment, où on nous présentait un Games Workshop en totale perte de vitesse, qui aurait en fait mal rédigé le contrat, puis l'aurait signé, et donc se serait retrouvé un petit peu bloqué dans un contrat qui ne l'arrangeait pas du tout la société anglaise, pendant que le grand méchant Amazon capitaliste aurait pris tous ses sous. Bon, bien évidemment tout ça n'était pas très crédible, et l'annonce toute récente d'un contrat officiellement signé vient faire la nique à cette rumeur, mais c'est vrai que c'est assez étrange en fait comme effet d'annonce qu'on a pu avoir, déjà que Warhammer Community se mette à écrire un article après tous les autres en décembre 2022, c'était plus ou moins chelou, et puis que ça mette autant de temps, ça peut aussi paraître un peu étrange. Alors il est vrai que pour les gens les moins passionnés, les moins versés dans l'univers et le hobby de Warhammer 40 000, ils n'ont pas forcément été consultés, les fameux rapports corporate de Games Workshop, donc pour eux c'était déjà acté, et finalement ils ont mis ce projet-là dans un coffre en attendant qu'il soit réouvert, ce fameux coffre, dans quelques années avec une série ou un film. Mais justement, c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast, un petit peu bonus pour bien finir l'année. Mais avant de rentrer dans un certain nombre de questions que je vous ai préparées pour ce podcast, je voulais vous faire un petit rappel d'un autre projet d'adaptation qui date d'avant même, je crois, les sorties d'Henry Cavill sur les réseaux sociaux. Ce projet d'adaptation, c'est le projet d'Eisenhorn, donc l'une des séries d'Anamnet, d'ailleurs je crois la première en fait, historiquement, la plus
plus populaire, sans doute souvent cité comme voilà le parfait moyen de rentrer dans les romans Black Library et dans l'univers de Warhammer 40 000, eh bien, avait été annoncé comme une série télé par Warhammer Community il y a quelques années de cela. Et puis par la suite, on avait, je crois, appris que c'était le showrunner de la série, justement Amazon, The Man from the High Castle, le maître du haut château, je crois en français, qui s'occuperait de l'adaptation de cette série. Il y avait 2-3 aussi petites déclarations de Dan Abnett qui semblaient dire que ça allait dans la bonne direction. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce projet, d'autant plus maintenant que Amazon est vraiment à bord, soit récupéré pour être la première adaptation? Eh bien peut-être. Il y a honnêtement de fortes chances que ça soit recyclé de près ou de loin, parce que rien ne se perd à Hollywood, et puis le développement de séries ou de films, c'est quelque chose qui est extrêmement cher, et c'est quelque chose que, bon, moi je travaille un petit peu dans l'entertainment, on est plus du côté du jeu vidéo, c'est pas exactement la même chose, mais il est vrai que dans les yeux d'un producteur, tout ce travail exploratoire dans les yeux d'un producteur, eh bien en fait c'est de l'argent investi, et il faut pouvoir le transformer. Maintenant, on sait qu'Amazon ne manque pas de moyens, et il pourrait très bien choisir d'aller dans une autre direction, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a pris autant de temps de signer un accord, parce qu'il y avait peut-être des velléités de ressusciter ce projet ou de le poursuivre là où Games Workshop et où Amazon avaient une vision différente pour la chose. Et justement, c'est ça qui va faire ou défaire ce projet, c'est la vision. Et pour essayer de la définir dans ce podcast, je vais essayer de vous proposer un certain nombre de questions, et on va commencer par une question qui peut paraître un petit peu stupide, c'est petit ou grand écran. Parce que oui, comme je vous le disais tout à l'heure, l'annonce de décembre 2023 telle qu'on la trouve sur le site de Warhammer Community, elle parle de petit et de grand écran, mais elle ne dit pas sur quel écran arrivera l'adaptation en premier, ni même s'ils sont mutuellement exclus. On nous dit même que potentiellement ils vont faire les deux. Donc la question c'est de savoir plutôt maintenant, pas forcément lequel ils vont choisir, mais lequel ils vont choisir en premier. Et pour ça, je vais vous brosser un petit portrait assez simple finalement de ce qu'on pourrait attendre de Warhammer 40 000 au cinéma ou à la télévision. Alors l'avantage immédiat du cinéma, c'est que c'est un film Warhammer 40 000, c'est tout de suite un projet beaucoup plus tenu. On va en salle, on s'installe pendant 1 heure ou 2, généralement même plus de 2 heures maintenant aujourd'hui, mais peu importe, on sait que c'est le temps de ce film, l'adaptation Warhammer 40 000 se limite à ça, il peut avoir des références, des petits easter eggs, des petites connexions, et puis on peut nous teaser des suites ou potentiellement des spin-offs, mais globalement c'est quelque chose qui sera, on va dire, plus réduit, plus peut-être facile à accepter pour le grand public, et on pourra mettre la main dessus quand même beaucoup plus facilement. Il y a une question d'accessibilité en fait à mettre en parallèle avec un public. Parce que aujourd'hui beaucoup de gens ont des abonnements pour des plateformes de streaming, mais beaucoup de gens vont encore aussi au cinéma, et parfois c'est plus simple d'aller payer sa place de cinéma, surtout quand il y a des espèces d'effets de phénomènes, plutôt que d'aller s'abonner à une plateforme juste pour une seule série. Donc on imagine que le cinéma peut avoir son avantage aussi de ce côté-là, dans la création en fait d'un espèce de petit épiphénomène. Voilà, c'est Warhammer 40 000 qui arrive sur les écrans, c'est Henry Cavill, il peut avoir un certain nombre d'arguments à mettre sur le devant de la scène. Et donc une espèce de petit culte comme ça pourrait se vouer peut-être beaucoup plus facilement que dans les plateformes de streaming qui répondent très très bien à d'autres choses, notamment les réseaux sociaux, mais on va en reparler un petit peu juste après. Un autre argument pour le cinéma, et en sa faveur, c'est la question de la rentabilité. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais aujourd'hui, on sort de plus en plus à Hollywood de la logique de tout streaming, qui a pas mal été propulsé notamment par le Covid, qui avait entraîné la fermeture des salles de cinéma. Donc beaucoup de studios s'étaient tournés vers l'idée de plateformes dédiées qu'ils allaient remplir avec le plus de films et de séries possibles. Donc on était déjà avant ça, avant le Covid, dans une véritable guerre des plateformes, et donc c'était l'ère de l'argent magique, et chaque plateforme bombardait avec un maximum de projets, tous aussi appétissants les uns que les autres, pour essayer de faire couler la plateforme voisine, et il se trouve que tout ça n'est pas arrivé, et que globalement les plateformes sont quand même globalement toutes en concurrence, mais aussi que les gens commencent un peu à se désabonner, c'est un espèce d'effet inverse, plutôt que de cumuler des abonnements, les gens en choisissent un ou deux, voire même choisissent de ne plus du tout en avoir. A l'inverse, au cinéma, la rentabilité, c'est une question qui est quand même beaucoup plus
simple, entre guillemets, à mesurer, c'est-à-dire vous allez acheter un ticket et on va multiplier le prix de ce ticket par le nombre de gens qui vont voir le film et on va soustraire à tout ça, eh bien sûr, les coûts de production du film et de sa promotion, et puis à la fin, on voit très bien si on est rentable ou non. Donc, il y a un petit côté finalement, on a essayé de réinventer la roue pendant ces dernières années, et de plus en plus les studios, et c'est quand je vous dis les studios, on parle aussi de très très gros noms, hein, notamment Disney, dont le président Bob Iger a dit récemment voilà, qu'il faut revenir dans les salles de cinéma parce qu'il y a une immédiateté, alors c'est pas exactement immédiat, mais en tout cas il y a une tangibilité de l'argent qui permet de voir un petit peu où on va plutôt que de naviguer à vue d'après, on va dire, des notions de rentabilité beaucoup plus floues que sont celles des plateformes. Pour faire la transition justement sur ces dites plateformes, effectivement, la question de la rentabilité est complètement différente, puisque aujourd'hui, la rentabilité, c'est quoi? Est-ce que c'est le nombre de visionnages? Pas forcément. On a appris au fur et à mesure des années que les patrons et les exécutifs de ces différentes plateformes, eh bien, pour eux, le chiffre d'or, c'était plutôt celui des nouveaux abonnés, c'est-à-dire la conversion entre le nombre de séries nouvelles dédiées parfois, souvent en fait même à des niches, et savoir si on arrive à récupérer de ces niches un maximum de spectateurs. Donc dans le cas de Warhammer 40 000, l'idée ce serait de dire je lance une série ou un film dédié à ma plateforme Amazon Prime et je vois combien de hobbyistes s'abonnent à Amazon Prime en retour. Et alors je ne sais pas si cette mesure est toujours aussi importante aujourd'hui, notamment suite à la fin de cette espèce d'argent magique que je décrivais tout à l'heure. Peut-être que elle a été remplacée par d'autres logiques et que les studios voient peut-être leur rentabilité ailleurs. Je ne sais pas vraiment par ailleurs si Prime Video arrive ou souhaite mesurer vraiment son taux de conversion, parce qu'il est un petit peu truqué par le fait que Prime nous a en quelque sorte offert quand vous prenez les frais de livraison gratuits de Prime. Donc, et vous avez effectivement aussi tout ce service de streaming en plus. Donc j'ai un peu l'impression que ça aussi c'est une logique un peu d'argent magique qui risque un peu de brouiller les pistes. Mais pourquoi je vous parle de tout ça par rapport à Warhammer 40 000 et l'adaptation eh bien de notre univers favori en série ou en film? C'est pour bien vous montrer que dès le départ il va falloir se poser des questions, et je pense que Warhammer 40 000 étant un univers particulièrement riche et particulièrement dense, donc difficile à adapter, il va être coûteux, et ces logiques de coût, il va falloir les prendre en compte, parce qu'on n'est pas du tout dans une ère du streaming tel qu'on l'a connu il y a encore 3 ou même 5 ans, et où on pouvait lancer à l'aveugle des projets et leur donner beaucoup d'argent. Donc même si Amazon est connu pour avoir dépensé pas loin d'1 milliard, je crois, pour la série Seigneur des Anneaux, dont plus de la moitié seulement pour récupérer les droits, on imagine que ce traitement de faveur n'a peut-être été réservé que à Tolkien, et ça ne sera pas forcément le cas sur les autres licences qu'Amazon a pu récupérer depuis. Au passage d'ailleurs, on saura que dans la foulée de Warhammer 40 000 en 2022, ils avaient aussi récupéré Mass Effect et God of War, pour ne citer que. Donc vous le voyez, à la télévision, en tout cas dans les services de streaming, sur les petits écrans, ça paraît être plus compliqué de mesurer comment on va rentabiliser cette série. Et donc ça peut peut-être être plus dangereux pour Amazon de faire ça. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que le projet lui-même sera une série, puisque Amazon Prime a notamment produit et diffusé du coup un certain nombre de films, de longs métrages. Typiquement les derniers films de Guy Ritchie, comme The Covenant, que je vous conseille, sont sur Amazon Prime. Donc on imagine que ça pourrait quand même être un film, mais c'est vrai que le format sériel, qui correspond du coup plus naturellement à la télévision, lui il va débloquer des opportunités narratives. On peut imaginer des adaptations peut-être plus littérales, on parlait d'Eisenhorn tout à l'heure, mais c'est vrai que Eisenhorn a un certain nombre de livres qui nous permettent un peu de suivre sa carrière, donc ça pourrait donner chaque livre une saison, un peu comme on l'a connu par exemple avec Game of Thrones ou que sais-je. On pourrait aussi imaginer le format anthologie, c'est-à-dire chaque épisode est un petit peu différent, il n'y a pas forcément de fil rouge, on a des personnages qui vont varier, mais ça peut être un moyen assez intéressant d'explorer Warhammer 40 000. Bref, vous l'aurez compris, le format sériel permet quand même de proposer peut-être plus de choses à première vue, en tout cas simplement d'explorer l'univers plus en profondeur qu'on le ferait dans un film où on risque peut-être de survoler notre sombre millénaire. Alors la question c'était de savoir petit ou grand écran. À chaque fois je vais essayer de vous proposer un élément de réponse. À mon avis, ce sera le petit écran. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera une série par ailleurs, ou même un film, ça sera peut-être d'ailleurs les deux quasiment en même temps, ou en fait une logique d'univers qui fonctionnera avec l'un puis avec l'autre. Mais j'avoue que je préférerais peut-être un film pour ouvrir le bal, et essayer de limiter la casse, ou en tout cas de proposer une expérience peut-être plus contenue au nouveau.
Parce que je pense que nous autres fans de Warhammer 40 000, on n'aura pas forcément besoin d'être convaincus, mais il faut bien vous dire que la viabilité de ces univers dépend vraiment non pas de si les fans les aiment ou non, même si de plus en plus on est dans une logique de fans, et même des univers comme Star Wars qui se voulaient très ouverts sur les nouveaux publics, commencent à se renfermer en faisant par exemple apparaître des personnages comme Thrawn qui sont peut-être plus connus des fans un peu plus, je le dis avec des gros guillemets, mais hardcore. Donc je pense que pour Warhammer 40 000, il va falloir aller taper un petit peu en dehors des cercles habitués au hobby qui sont certes de plus en plus nombreux et qui sont des gens, on va dire, très éduqués, souvent très clients de la pop culture et d'autres œuvres plus largement connues. Mais justement, le succès par exemple du Seigneur des Anneaux dans les années 2000, eh bien c'est un succès pas uniquement parce que les fans de Tolkien ont vu ces films, mais parce que tout le monde a vu ces films-là. Et puis plus récemment, on pourrait par exemple citer Dune, où Denis Villeneuve a mis par exemple un casting quand même 3 étoiles qui allait un petit peu ratisser très large et sur des communautés de fans bien précises pour essayer de ramener un maximum de gens dans les salles. Et d'ailleurs, Dune, comme pas mal d'univers de Warner Bros. Lancés à ce moment-là, eh bien, ont débuté avec un film et doivent se poursuivre officiellement avec des séries. Donc Dune, ça sera sur les Bene Gesserit, je crois, et puis avec The Batman, donc on a eu le film, et puis on aura bientôt une série sur le Pingouin. Donc ça peut être un modèle intéressant pour Warhammer 40 000, peut-être d'inviter les gens à se plonger dans cet univers très sombre, mais juste le temps d'un film, et puis de se dire, bah tiens, vous avez envie d'en voir plus, vous avez envie d'aller plus loin, et bien voilà, la série débarquera dans quelques mois, et on pourrait y retrouver le même casting ou des personnages en commun. Ça pourrait être plutôt intéressant pour ouvrir le bal tout en limitant la casse potentielle, parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, adapter cet univers, ça ne sera pas une mince affaire. Et justement, une autre question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est animation ou prise de vue réelle, live action, comme on dit parfois. Alors l'animation, vous le savez, potentiellement c'est moins cher, en tout cas par rapport à ce qui est montré, parce que l'animation ça coûte très 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 cher. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça peut être très onéreux, surtout quand on veut de la qualité. Alors c'est pas forcément du coup la panacée, mais c'est vrai que par rapport à ce qui est montré, notamment quand on veut avoir de la diversité, bah finalement, je vais le dire vulgairement, mais qu'on dessine une planète Tau, 2 planètes Eldar et 4 planètes Orc, le tout avec des Space Marines qui se battent, eh bien on dessine. Alors que quand on commence à faire les choses en live action, il faut essayer peut-être de rentabiliser les décors, les costumes, etc. Donc on a tendance à aller plutôt vers une logique de rationalisation pour éviter de s'éparpiller et d'avoir des budgets trop importants. Donc forcément, Warhammer 40 000 étant très dense, très riche visuellement, on aurait peut-être tendance à vouloir aller vers de l'animation. D'autant que l'animation permet une variété de styles, en fonction peut-être des projets, parce qu'il pourrait avoir très bien, comme on le disait tout à l'heure, des films et des séries, voire même plusieurs séries. Peut-être aussi en fonction des factions, des personnages, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir un traitement graphique différent entre les Space Marines et leurs adversaires, par exemple. Donc ça pourrait être intéressant d'aller vers l'animation, d'autant que c'est assez proche de Warhammer 40 000, tel qu'on pratique nous autres en tant que hobby, parce que c'est un univers qui va vraiment varier d'un hobbyiste à l'autre, puisqu'on se l'approprie. Et je pense que l'animation serait peut-être un bon moyen de rendre hommage à tout ça. Le seul problème, c'est que l'animation, c'est aussi moins sérieux dans l'esprit du grand public. Alors moi, personnellement, je le déplore. L'animation, pour moi, c'est du cinéma. C'est pas un genre à part entière. Hein, c'est un médium. Et puis c'est pas finalement si différent d'un autre film. C'est juste un moyen de raconter les histoires différemment. Et donc malheureusement, ça, nos amis du grand public ne le perçoivent pas forcément. Et d'ailleurs, même dans des univers comme par exemple Star Wars, où on a de l'animation et du live action, on voit très bien que même si on produit de l'animation, eh bien c'est toujours la prise de vue réelle qui est un petit peu sanctifiée, mise sur un piédestal, et donc forcément auprès du grand public, ça peut ne pas passer ou paraître moins important. Du côté du live action, donc potentiellement, on a quelque chose de beaucoup plus cher. Cela dit, aussi de beaucoup plus commun et plus accepté, et puis même peut-être par certains aspects de plus important dans la tête notamment du grand public. On pourrait même aller un petit peu plus loin dans la réflexion et se dire que ça pourrait permettre une identification peut-être plus simple. Alors, pas au sens où on va se reconnaître dans Henry Cavill mieux s'il ne donne que sa voix ou une partie de son apparence sous forme, par exemple, de motion capture dans l'animation, mais aussi dans le sens où voir des fois des êtres humains dont on connaît l'échelle et qu'on imagine à peu près comment ils fonctionnent, comment ils bougent, comment ils se comportent, au milieu d'un univers qui lui est complètement gigantesque comme celui de Warhammer 40 000, on peut avoir un effet qui est très puissant
Là où quelque chose créé de toute pièce avec l'animation, c'est-à-dire rien de réel, peut parfois donner l'impression, effectivement, d'être dans un univers qui n'est pas le nôtre, mais comment dirais-je, le dépaysement n'est peut-être pas forcément aussi fort et aussi impactant. Donc c'est vrai que le live action, même s'il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher à mettre en place, il peut avoir son petit effet. Maintenant, potentiellement, il peut aussi être beaucoup plus casse-gueule dans l'exécution. On a beaucoup parlé des Space Marines depuis l'introduction, et typiquement, comment on fait des Space Marines? Est-ce qu'on utilise des effets spéciaux numériques? Est-ce qu'on construit des armures? Est-ce qu'on fait un mélange des deux? Eh bien, tout ce genre de questions peuvent finalement arriver au cœur des productions en live action, là où pour l'animation, c'est un petit peu plus facile de tester et puis d'itérer. Alors du coup, animation ou prise de vue réelle, à mon avis, on va aller vers du live action, donc de la prise de vue réelle, mais reste à savoir si ça sera à la hauteur visuellement. On parlait du Seigneur des Anneaux tout à l'heure, malgré son budget assez pharaonique, on ne peut pas dire que la série soit spectaculaire sur certains aspects. Bon, il y a de très beaux plans larges et des paysages qui sont assez bluffants, mais de l'autre côté, il y a parfois des costumes ou même une photographie qui peuvent laisser à désirer. Or, à Warhammer 40 000, je pense qu'on peut très vite se retrouver avec quelque chose de très cheap si on ne fait pas attention aux moindres petits détails, d'autant que, eh bien, on a des représentations finalement en 3D de tous ces personnages grâce à nos figurines, donc il va être difficile pour les équipes de trouver un petit peu des raccourcis visuels et il va falloir se montrer, j'imagine, le plus fidèle possible, et donc, encore une fois, ça demandera pas mal de budget. On passe un petit peu du côté de l'intrigue avec notre troisième question, à savoir Warhammer 40 000 ou l'hérésie d'Horus. Ah oui, effectivement, c'est une question que beaucoup de gens se posent depuis le début, parce que notamment Henry Cavill avait beaucoup parlé de son amour pour l'hérésie d'Horus. Maintenant, qu'est-ce qu'on verrait de plus ici? Alors les deux ont des avantages et des inconvénients, vous en doutez, sinon je ne poserai pas la question. Pour Warhammer 40 000, c'est effectivement la licence la plus reconnue, largement. C'est aussi la plus diversifiée, donc elle offre sans doute plus de possibilités en termes narratifs et visuels également. Mais on peut aussi se perdre dedans, parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on peut ne pas savoir où donner de la tête. Et souvent aussi, on se retrouve avec cette espèce de paradoxe que moi je vois pas mal récemment, notamment à travers l'exemple de Space Marine 2, contre lequel je n'ai rien de particulier, mais typiquement qui va mettre en scène des choses qui sont assez cool, et avec des effets qui sont de plus en plus convaincants et de plus en plus photoréalistes. Mais je sais que voilà, ça fait quelques années maintenant qu'on voit des jeux vidéo Warhammer 40 000, et ça fait quelques années qu'on voit un petit peu la même chose. Et du coup, ça peut avoir tendance à réduire le monde, à le rendre moins intéressant, moins radical qu'il n'est vraiment. Et donc, peut-être que pour aller chercher de la radicalité, on pourrait accepter de passer 10 000 ans en arrière et s'intéresser à l'hérésie d'Horus. L'hérésie d'Horus nous permet déjà une chose, c'est qu'elle est canalisée autour de l'histoire des Space Marines et de leur primarque. Donc ça veut dire que si on investit énormément autour des Space Marines, leur représentation, que ce soit en live action ou en animation, si on arrive à les faire bouger correctement, s'ils ont l'air convaincants, s'ils ont l'air de sonner comme des Space Marines, eh ben on a quasiment que des personnages Space Marines. Donc en termes de rationalisation, ça peut être pas mal. Maintenant, on sait que c'est un univers, en tout cas une intrigue extrêmement ambitieuse et plutôt longue. Mais encore une fois, eh bien, les gens aiment la genèse et les origin stories. Souvent, ils vont dans les salles où ils regardent des séries entières pour savoir comment tel ou tel personnage a grandi, a entraîné telle ou telle péripétie dans tel ou tel univers. Donc les gens se passionnent, j'ai l'impression, assez spontanément pour ce genre de choses, et puis ça pourrait être transformé en argument commercial. Voilà comment Warhammer 40 000 est né, et si vous avez rêvé de découvrir Warhammer 40 000, eh bien voilà, lancez la série Horus Heresy, vous saurez tout sur Warhammer 40 000. À mon avis, c'est un peu une chimère, parce que Warhammer 40 000 a été expliqué a contrario, et a posteriori, par l'Horus Heresy et non l'inverse, donc j'aurais un petit peu peur d'un truc chronologique de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que l'hérésie a pour elle son drama. Tous les enjeux sont posés, l'intrigue est déjà là, on a ce côté Game of Thrones dans l'espace, pour le dire très vulgairement, mais qui peut titiller les gens et effectivement les inciter à jeter un œil à cette série. Mais bon, on va quand même pas se mentir, ça reste très 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 pointu. Donc vous voyez que je souffle le chaud comme le froid, le positif comme le négatif, les avantages comme les inconvénients. Donc voilà, peut-être que c'est un petit peu trop pointilleux et trop ambitieux pour commencer, l'hérésie d'Horus, et puis peut-être aussi trop répétitif. Au bout d'un moment, peut-être que les gens ils auront vu 3-4 Space Marines et ils voudront voir autre chose. Du coup, à mon avis,
ce sera Warhammer 40 000. Mais ça ne les empêchera pas forcément de teaser l'hérésie d'Horus, bien sous forme d'intrigue, sous forme de dialogue, pour aller chercher de l'easter egg, parce que quelque part, ça, c'est le genre de petit easter egg qui peut bien fonctionner. On cache un petit peu des détails que les fans vont glaner immédiatement, et qui peuvent être encore assez sombres et assez difficiles à prendre en main pour les nouveaux, mais dans le bon sens du terme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et notamment après des années de Marvel Cinematic Universe, les gens sont habitués à cette logique d'easter egg et de référence, mais de plus en plus, eh ben, les références sont des auto-références. Elles vont pas vraiment aller chercher toujours plus loin, toujours plus sombre, toujours plus pointu, et ça c'est un peu triste. À l'inverse, Warhammer 40 000, si on commence à citer des trucs de Horus Heresy dans une adaptation de 40 000, eh ben forcément on va aller citer des noms, des batailles, des choses vraiment très 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 pointu, et ça peut donner lieu à des articles et des discussions qui vont être super intéressantes. Donc je trouve que ça pourrait être pas mal de la traiter comme ça, cette fameuse Horus Heresy. Donc maintenant qu'on s'est dit que ça serait sans doute plus Warhammer 40 000 que l'Horus Heresy, il faut se poser la question, est-ce qu'on part sur une adaptation ou est-ce qu'on part sur une histoire originale? Alors l'adaptation, elle a l'avantage immédiat d'être une forme de licence dans la licence. C'est un repère pour les créateurs, potentiellement ils vont pouvoir se baser sur différents romans et récupérer un petit peu l'intrigue de ces romans-là, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Horus Heresy, hein. Le drama est là, les enjeux sont posés, les personnages sont bien définis, il y a plein de matériel dans lequel aller piocher, ça permet d'aller plus vite et ça permet eh bien, aux créateurs d'être inspirés. Ça crée aussi des liens avec les spectateurs, parce qu'il y a une sorte de système qui se crée quand on adapte eh bien, une série de romans par exemple, c'est que les gens qui l'ont déjà lu, ils veulent voir comment ça a été adapté. Et les gens qui sont un petit peu curieux de l'univers ou des personnages ou qui ont entendu parler de ce livre mais qui ne l'ont pas lu, se disent tiens, c'est l'occasion de me familiariser. Et après, j'irai peut-être un peu plus loin en allant lire les romans et voir un petit peu les différences. Ça aussi, c'est un truc pour lesquels les gens se passionnent, je trouve, assez spontanément. Et ça crée cette espèce de système qu'on a connu notamment à l'ère Game of Thrones. Qui n'a jamais passé une soirée avec ce pote relou qui avait lu tout Game of Thrones alors que vous en étiez qu'à la saison 3, 4 ou que sais-je. Et c'était quand même assez génial. Je dis relou, mais il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant là-dedans, de comparer nos visions des choses, et ça pourrait être intéressant de voir ça avec Warhammer 40 000, sous la forme par exemple d'une adaptation, je ne sais pas, d'Eisenhorn, des Fantômes de Gaunt, d'une série de romans déjà connus. Maintenant, l'histoire originale, à l'inverse, elle n'a aucune règle à suivre. Donc ça veut dire pas de repère pour les créateurs et pour les spectateurs, mais ça veut dire aussi une liberté totale. Et donc cette liberté peut inspirer ces 10 créateurs et créer aussi beaucoup plus de surprises dans les yeux des spectateurs. Et potentiellement, ça c'est plus un argument commercial, et vous voyez que là je mélange un petit peu mon passé de marketeur avec mon travail de narrative designer. Voilà, établir des petites histoires, c'est quand même un petit peu mon taf. Mais ça peut être intéressant de prendre en compte ces choses-là d'emblée, notamment quand on est Amazon et Games Workshop et qu'on aime beaucoup les gros sous. Eh bien, des opportunités marketing peuvent naître peut-être plus facilement d'une série, d'une histoire originale en tout cas. Vous pouvez imaginer bien sûr votre nouvelle boîte, votre kit de figurines avec le Space Marine d'Henry Cavill ou peu importe son personnage, mais voilà, on va retrouver peut-être des boîtes de jeux qui sont inspirées de certaines scènes de la série, ou même un jeu dans le jeu qui serait entièrement basé sur un film, etc. Donc là, on peut créer de nouveaux personnages et commencer à rentrer dans une forme de licensing un peu plus intensif. Après, on va pas se mentir, s'ils commencent à mettre Henry Cavill dans le rôle, par exemple, d'Ibram Gaunt, en adaptant les Fantômes de Gaunt, il ne serait pas étonnant que ressortent un certain nombre de romans avec les photos de la série en couverture, de nouvelles figurines, et quand je dis figurines, c'est pas forcément que celles de Games Workshop, mais peut-être celles de McFarlane, etc. Donc les opportunités sont là aussi, mais j'avoue que quand j'ai vu notamment les figurines de la série animée de Warhammer Plus Black Talon arriver pour Age of Sigmar, je me suis dit, ça pourrait être très sympa pour la future adaptation d'Amazon, que de proposer comme ça de temps en temps tel ou tel perso qui est apparu dans telle scène et qui peut avoir soit des règles, soit être finalement une sorte de skin. Vous mettez un inquisiteur Henry Cavill, c'est un inquisiteur, il a les mêmes règles qu'un inquisiteur, mais c'est celui qui est basé sur le likeness, comme on dit, sur l'apparence de Henry Cavill, et ça peut être vraiment très cool. Maintenant, pour moi, adaptation ou histoire originale, ça reste la plus grosse inconnue. Je pense que je préférais une histoire originale, quitte à ce qu'elle soit inspirée par le format ou la structure de quelque chose qui existe déjà. Donc typiquement, je parlais des Fantômes de Gaunt, c'est une histoire de science-fiction militaire, dans le futur, très très lointain, mais on peut facilement comparer ça par exemple peut-être à un Band of Brothers, donc ça permet là aussi des opportunités d'adaptation. Peut-être c'est plus facile d'inviter des gens à travailler sur ce genre de projet si on peut les résumer comme ça en allant se comparer à d'autres séries, et puis par la suite ça peut aussi être intéressant de le vendre sous cette forme
forme-là. Et puis, on n'est pas obligé de refaire exactement les Fantômes de Gaunt. On peut très bien dire, bah écoute, ce côté Band of Brothers fonctionnait très bien. À l'origine, les Fantômes de Gaunt sont inspirés par des séries de romans eux-mêmes adaptés en téléfilm en Angleterre, au Royaume-Uni, qui s'appelle Sharp, et qui se base sur les guerres napoléoniennes. Donc on est un petit peu aussi dans cette idée d'histoire régimentaire. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que Amazon et Games Workshop créent, pour les besoins de leur adaptation, un régiment qu'on suivrait à travers une série de films ou un certain nombre de saisons. Et puis comme ça, on pourrait un petit peu reprendre ce qui fonctionnait, ce qui faisait un petit peu le sel des Fantômes de Gaunt, sans forcément être tout à fait dans l'adaptation. Et à ce moment-là, on aurait peut-être le meilleur des deux mondes, qui sait. En tout cas, moi, je suis encore une fois plus partant, comme je vous le disais, pour une histoire originale, mais à n'en pas douter, la tentation d'une adaptation va être très 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 présente, je pense, dans les cerveaux branchés à ce projet, parce que voilà, c'est ce qui se fait en ce moment, et c'est ce qui permet de gagner quand même pas mal de temps, et d'enlever pas mal de stress. On va terminer sur une dernière question, et non des moindres. Vous avez vu qu'on a un petit peu fonctionné en entonnoir. Au début, on était très commercial, très large, et puis là, on rentre un petit peu dans l'intrigue, et on termine avec Henry Cavill lui-même, notre bon Henry. Que va-t-il jouer? Quel rôle, finalement, on va lui confier? Et là, j'ai deux propositions pour vous. Alors, la première, c'est le Space Marine. Il faut qu'il joue un Space Marine parce qu'il a le visage et une carrure qu'on associe peut-être plus volontiers à des Space Marines. Maintenant, il y a différentes interprétations de l'Adeptus Astartes, et en fonction des éditions, on voit que leurs représentations ont pas mal évolué. Et notamment, si vous avez commencé en deuxième, troisième, peut-être encore quatrième édition, je dirais que ça a quand même tendance à changer depuis, eh bien les Space Marines ne sont pas beaux. Les Space Marines font peur. Les Space Marines, ils ont des clous dans la gueule, ils ont des bioniques dégueulasses, ils ont des trous tout partout, des fois des tuyaux qui leur sortent de la gorge. C'est pas très beau à voir, et c'est vrai que c'est pas forcément le canon de beauté qu'on associe à notre cher Henry Cavill. Alors, est-ce qu'il oserait un petit peu entacher son image par rapport à ça? Eh bien, je ne suis pas sûr, mais ça tombe bien parce que les Space Marines, dans leur représentation la plus récente, ont quand même tendance à être plus du côté angélique de la chose, avec au moins des visages un peu plus héroïques, peut-être parfois plus un peu côté statue grecque. Il y a quelque chose de plus martial et de plus, on va dire, vanille, hein, dans leur visage, qui pourrait peut-être un peu plus correspondre, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'on attend ou à ce qu'on imagine d'Henry Cavill. Mais l'avantage suprême, au-delà des considérations esthétiques, pour moi, ce serait d'associer le star power de Henry Cavill, donc effectivement, le mec qui a fait Superman, le mec qui était dans Mission Impossible, le mec qui a fait The Witcher, au star power des Space Marines, qui sont le fer de lance de Warhammer 40 000 et même de tout Games Workshop, on va pas se mentir. Donc effectivement, pour moi, la rencontre entre les deux crée quelque chose d'assez puissant, et donc Games Workshop et Amazon auraient un petit peu tort de se priver. Maintenant, l'alternative, ça peut être de placer Henry Cavill dans un rôle de simple humain entre guillemets. Alors ça crée ce petit paradoxe esthétique, parce que pour moi, Warhammer 40 000, c'est quand même un univers qui est avant tout médiéval, et donc un univers un peu de gueule, quoi. Il n'y a pas forcément des gens qu'on dirait beaux, qu'on dirait dans les canons de beauté un peu modernes. Donc je les imagine plus comme des espèces, soit de poilus dans les tranchées, de pouilleux dans un château. Enfin, vous voyez un petit peu l'image que j'ai, ou même pour des, entre guillemets, des nobles impériaux, ce côté un petit peu peut-être plus Renaissance, très poudré, etc. Enfin, je ne vois pas Henry Cavill quand je pense aux humains de Warhammer 40 000, pour le dire simplement. Et notamment, je ne me vois pas du tout en Eisenhorn, pour reprendre ce fameux projet d'adaptation qui quelque part préfigure en fait cette nouvelle adaptation-là. Donc j'aurais du mal à l'imaginer comme ça, même s'il est toujours possible de grimer, hein, notre cher Henry. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'il a fait pour The Witcher, mais typiquement, moi je suis pas un grand fan de son travail sur The Witcher, et notamment parce que esthétiquement, je trouve que ça ne marche pas. Je trouve que les cheveux longs, ça lui va pas. Je trouve que ses lentilles jaunes, c'est pas du tout possible. Après, voilà, on a aussi des contre-exemples, cette espèce de barbe naissance et la moustache dans Fallout, Mission Impossible Fallout, je trouve que ça lui va hyper bien, et tout de suite il y a un petit côté peut-être un peu plus... Alors, je vais pas dire que la moustache fait médiéval, mais vous voyez ce que je veux dire, on peut commencer à aller sur des choses peut-être un peu plus naturelles et qui vont lui ramener un charme un peu plus particulier, et pas ce côté un peu golden boy qu'on retrouvait typiquement dans Superman, et où dans l'image qu'il donne de lui-même sur les réseaux sociaux, où c'est quand même quelqu'un rasé de près, qu'on associe parfois au rôle de James Bond, qui a aussi joué dans d'autres films où il est espion. Donc voilà, je sais pas trop où il pourrait aller. Space Marine, humain, là aussi c'est difficile à dire, mais j'aimerais vraiment qu'il joue un Space Marine.
On a fait le tour de pas mal de questions, on a trouvé pas mal de réponses, mais tout ça ne nous dit pas exactement comment adapter Warhammer 40 000. Alors comme je vous le disais, c'est un peu mon métier que d'inventer ce genre d'univers et d'essayer de les concrétiser et de raconter des histoires, donc je me suis un petit peu prêté au jeu, et après ces différentes questions que je vous ai posées, et auxquelles je vous invite bien sûr à répondre sur les réseaux sociaux, et bien là je veux vous proposer une sorte de petit pitch commercial que j'ai fait assez rapidement, j'y ai pas passé non plus des heures, mais ça me permettait déjà un petit peu de travailler un peu ma créativité et de voir comment, vous voyez, les questions parfois très larges ou parfois très pointues qu'on a pu se poser, peuvent nourrir une forme de réflexion et nous amener vers des choix créatifs assez intéressants. En tout cas, je l'espère. C'est sans prétention, mais je le donne gratuitement à Games Workshop et Amazon. Donc voilà, c'est plutôt cool. Si dans quelques années c'est adapté comme ça, je serai content si ça fait une bonne adaptation. Et si ça fait une mauvaise adaptation, je pourrai toujours les poursuivre en justice en disant qu'ils ont piqué mon idée. C'est absolument faux, bien évidemment. Bref, moi, mon idée, ce serait de partir du coup sur une série télévisée, mais une série anthologique, un peu à la manière de Hammer and Bolter pour ceux qui ont Warhammer+, qui est une série cette fois en animation, et qui est une série anthologique dans laquelle en fait on suit des personnages, des situations, des endroits complètement différents d'un épisode à l'autre, et ça permet de brosser un portrait assez diversifié, assez large, en fait quelque part à la mesure de Warhammer 40 000. Un coup on a une histoire avec Trazyn de l'infini, un coup on a juste des Cadiens dans une tranchée, ensuite on a comment ça se passe, une invasion tyrannide une fois que le culte Genie Stealer a mis un petit peu sa graine dans tout ça. Donc on a pas mal de situations qui sont abordées dans cette série, et ça m'avait beaucoup inspiré, et ça me semble être l'anthologie, un format parfait pour adapter Warhammer 40 000 dans toutes ses nuances, dans toutes ses subtilités. Maintenant, du coup, il fallait quand même qu'on trouve un rôle à notre cher Henry Cavill. Et du coup, plutôt que de lui proposer un rôle dans, je sais pas, le premier épisode, puis le faire apparaître de temps à autre, etc., se servir vraiment de lui, j'ai fait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'ai construit cette idée de série anthologique autour du personnage d'Henry Cavill, qui serait du coup un Space Marine, et on le suivrait lors de sa brillante carrière martiale. J'aurais peut-être même tendance à dire que c'est un Space Marine du chapitre des Blood Angels, parce que ça me permettrait d'aborder les Résidorus, car pour ceux qui ne le savent pas, les Blood Angels sont victimes d'une espèce de malédiction génétique, de mutation, qui les transforme plus ou moins en bêtes sanguinaires, en une sorte de vampire. Donc ça commence avec la soif rouge, c'est-à-dire vraiment des pulsions sanguinaires toujours plus violentes, et puis après ils basculent dans la rage noire, et là il est trop tard pour les sauver, ça devient des espèces de berserkers, la bave aux lèvres, qui sont persuadés d'être au milieu du combat entre Sanguinius et Horus, d'être Sanguinius eux-mêmes, le plus souvent, c'est sous cette forme que ça se concrétise. Et donc là où c'est intéressant, c'est que déjà ça permet d'avoir des Space Marines, on va dire, qui ont des défauts, et ça je pense que c'est un bon moyen pour rendre les Space Marines plus humains, et ensuite ça permet d'aborder l'Horus Hérésie, bordel, et ça c'est quand même plutôt pratique de la voir à travers des flashs, à travers des espèces de pulsions comme ça, et c'est pas étonnant que l'une des premières séries, si ce n'est je crois la première série sur Warhammer+, c'était Angels of Death, qui mettait en scène des Blood Angels, et en plus, il y a le côté esthétique des Blood Angels qui fonctionne bien. On sait aussi que leurs guerriers sont souvent des artistes, peut-être un peu plus bellâtres, auraient-ils tendance à être, contrairement à d'autres Space Marines, comme les Space Wolves qui vont avoir une barbe hirsute ou que sais-je. Donc, moi, je trouve ça plutôt intéressant de faire de lui un Space Marine. Donc, l'idée, c'est une série anthologique en live action, construite autour de ce personnage de Space Marine Blood Angel, joué par Henry Cavill. Après, pas forcément besoin qu'il soit là à chaque épisode. Il y a pas mal de séries, comme par exemple The Mandalorian, que je porte pas spécialement dans mon cœur, et ça, vous le savez si vous écoutez le podcast grand frère du Len Rider, qui s'appelle Outrider, dans lequel on débriefe ces séries-là. Il y a quand même un truc que The Mandalorian fait bien, et je suis obligé de le reconnaître, c'est que de temps à autre, dans The Mandalorian, la série mère ou ses dérivés, on va faire un épisode qui a absolument rien à voir avec le personnage principal, et on va suivre un autre personnage, ou on va suivre la situation géopolitique de la Nouvelle République, ou que sais-je, et ça c'est quand même assez intéressant, et on pourrait l'appliquer à Warhammer 40 000 pour donner une impression d'échelle, je pense, plutôt convaincante, et de dire par exemple, on commence avec un premier épisode assez typique, c'est la bataille entre, je sais pas, des Space Marines et des orques, c'est la cinématique d'intro de Dawn of War 1, vous cherchez pas beaucoup plus loin, beaucoup d'action,
l'action, ça tape bien, visuellement c'est cool, Henry Cavill est charismatique, on y croit, et puis 2 ou 3 épisodes plus tard, vous avez peut-être les répercussions de cette bataille, du point de vue, je sais pas, sans forcément aller vers les seigneurs de Terra qui contrôlent l'administration impériale, mais peut-être vers un gouverneur planétaire, et puis on rentre dans un épisode qui tient plus au côté thriller, politique, il y a des complots, il y a peut-être un assassin qui se cache là-dedans, enfin, vous voyez un petit peu l'idée comment on pourrait déporter, changer un petit peu d'objectif, de prisme, pour aller voir d'autres choses, tout en restant plus ou moins connecté avec le personnage d'Henry Cavill. Et bien sûr, les exemples sont hyper nombreux. Je vous parlais d'une bataille entre Space Marines, mais on pourrait imaginer que Henry Cavill et son escouade partent à la défense d'un système impérial eux-mêmes, c'est-à-dire pas forcément avec le soutien de toute leur compagnie ou tout le chapitre. Donc je sais pas, peut-être qu'on peut avoir un épisode façon 7 samouraïs où ils vont former des gardes impériaux ou préparer des impériaux à la défense. On pourrait aussi le voir dans un rôle un petit peu différent. Moi je pensais à notamment une illustration qui est super belle, je crois que c'est dans le premier Codex TO, où il y a alors il me semble que c'est un Imperial Fist, mais un Space Marine qui rencontre des TOS et qui est envoyé comme ça un peu en ambassadeur de l'Imperium auprès des TOS, ou on pourrait le faire aussi auprès des Eldar, voire même auprès des Necrons, hein. Il y a une histoire comme ça entre Necrons et Blood Angel justement, et je pense que typiquement ça pourrait être un épisode super intéressant pour montrer que les Space Marines sont pas forcément que des guerriers, et parfois ils peuvent être des diplomates, et même des artistes dans le cas des Blood Angel, des artistes ici de la langue et de la négociation. Ça pourrait être super intéressant de changer un petit peu de paradigme le temps d'un épisode, et dire, voilà, là on est sur la fin de la croisade Damoclès, finalement l'Imperium a des choses plus importantes à faire que de taper du nez creux et de la face toute bleue, donc ils se disent, faut qu'on envoie nos chapitres négocier, je sais pas si les Blood Angels ont participé à la croisade Damoclès maintenant que j'y pense, mais les lore masters me corrigeront, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que d'un coup, plutôt que de voir la bataille, on peut voir l'après-bataille, on peut voir comment l'Imperium, dans toute sa nuance, peut finalement parfois être obligé parfois de faire des compromis. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Il y a bien d'autres exemples, on pourrait voir son entraînement en tant que scout, son enlèvement en tant qu'enfant, peut-être dans un monde barbare, dans un monde médiéval, pour montrer un petit peu la diversité des mondes qui sont sous la coupe de l'Imperium. On pourrait aller vers même des choses beaucoup plus actuelles, je sais pas, la défense de Bâle, le passage du Rubicon pour ce Space Marine là, et puis on peut aller même dans des joyeusetés, on va dire plus narratives. Typiquement, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'au fur et à mesure de cette série, on se rende compte que ce personnage est un personnage connu de la mythologie Blood Angel? Est-ce que ça pourrait être notre cher Dante? Je ne sais pas, mais ça pourrait être intéressant d'avoir cet angle-là tel qu'on l'a connu par exemple dans Marneus Calgar, excellent comique de Kieron Gillen, et lui c'est ce qu'il faisait, c'est vraiment, il partait du maître de chapitre des Ultramarines pour montrer différentes époques. Je crois que c'est le temps d'un numéro seulement, sinon après ça a invoqué un petit peu son passé, mais on était plutôt sur quelque chose de chronologique. Moi je voudrais concilier une nouvelle fois, alors on va m'accuser de finalement faire des non-choix, mais je suis assez persuadé que on pourrait réussir à faire s'entendre l'anthologie avec un minimum de fil rouge, et d'autant plus rouge que le fil rouge serait la malédiction qui pèse sur les Blood Angels et qui nous permettrait finalement de nous attacher à ce personnage. C'est-à-dire, même si on fait des allers-retours dans le temps, on n'est pas obligé de commencer par son enlèvement, on peut commencer par le point le plus avancé, puis remonter la timeline, ou même complètement mélanger, mais on saura que ce personnage, il lutte pour sa propre identité, il ne sait pas vraiment qui il est, parce qu'il doute à cause de la soif rouge et de la rage noire qui le guette, par ses excès de colère, son côté impulsif, etc. On peut mettre en scène pas mal de choses qui nous permettraient comme ça de connecter les épisodes entre eux au-delà de la simple toile, au-delà du simple univers. Et en même temps, on aborderait quand même énormément de sujets, potentiellement des époques, et donc aussi des factions très différentes. Et donc ça me permet, je pense, de dresser un portrait assez large et assez flatteur, j'espère, de Warhammer 40 000, parce que moi, si j'ai bien peur d'une chose, c'est que ça soit vraiment très réduit en termes d'échelle, mais à la rigueur, ça peut être intéressant, ça peut être un parti pris vraiment très intéressant, par exemple, je sais pas, de dire on est sur une seule cité ruche, et voilà les personnages, mais ça peut être aussi dangereux dans le sens où on peut se dire ça ressemble à rien d'autre qu'un univers de SF que j'ai déjà vu 1000 fois. Donc il va falloir un petit peu ruser pour obtenir Warhammer 40 000 dans son intégralité et dans ses subtilités. Alors c'est pas un univers qu'on va forcément qualifier facilement de subtil, parce qu'il l'est pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire, si vous connaissez bien Warhammer 40 000, et si vous nous écoutez, j'imagine que oui. Donc il faut quand même se montrer assez fin dans la façon qu'on a de capturer, de présenter cet univers, et ça à mon avis on ne peut pas le faire en faisant tout
et n'importe quoi. Il faut vraiment réussir à créer une espèce de matrice narrative qui nous emmène parfois d'un bout à l'autre de la galaxie, peut-être dans différentes époques bien connues. On va pas forcément remonter au temps de l'hérésie d'Horus, mais typiquement voilà, aller vers des conflits qui sont connus des fans, comme la croisade Damoclès que je citais tout à l'heure, je trouve que ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, c'est un peu le défaut de sa qualité parce que c'est pas vraiment rationalisé en termes de production. Parce que voilà, si on commence à construire une ville tôt juste pour un épisode, voilà, ça fait énormément de choses qu'il va falloir aller chercher. Et c'est vrai que l'anthologie, souvent, elle est en animation parce que du coup, on nuance un peu l'un par l'autre. Mais si on y réfléchit bien, on peut quand même imaginer rentabiliser ça, en fait, sur plusieurs productions. Se dire, voilà, peut-être que si on fait tout des décors impériaux et que on a une série puis un film ou un film puis une série, c'est l'occasion de les réutiliser. Typiquement aussi, si on suit Henry Cavill en Space Marine et qu'il a d'autres Space Marines avec lui, tout ce qu'on fait au niveau des armures, de la mise en scène des Space Marines, on va le réutiliser à chaque fois que d'autres Space Marines arrivent. Donc ça me paraît être quand même un peu faisable. Et puis après, on peut trouver des astuces. Donc typiquement, moi je parlais de ce côté ambassadeur auprès des taux. On peut montrer une ville au loin, donc ça peut être du live action, certes, mais ça peut être vraiment fait en effets spéciaux et on a juste un acteur qui joue un taux. Et puis quelques décors, et puis hop, on met un volume derrière tout ça, donc ce fameux écran très lumineux qui permet de projeter déjà des images, et qui une technologie qui sert beaucoup sur The Mandalorian notamment, mais qui a aussi servi, et qui est assez bluffante dans son utilisation, par exemple dans The Batman, il y a énormément de scènes en volume, et ça se voit pas, donc je pense que c'est un outil qui peut être assez bien utilisé. Donc voilà, peut-être qu'on peut rationaliser en allant chercher d'autres techniques, et puis en réfléchissant, en se disant... Tiens, si on met en scène des nobles impériaux et tel type d'environnement, en fait, un décor gothique, on va pouvoir le réutiliser à foison sur plein de trucs dans Warhammer 40 000. Donc, il faut peut-être plus penser comme ça et ne pas s'interdire de retrouver un certain nombre de personnages en plus du personnage de Cavill. Ça pourrait quand même être assez intéressant et on pourrait avoir comme ça un peu des espèces de destins parallèles. En tout cas, cette pluralité de sujets et de timeline, etc., je pense que ça nous permettra de tester l'appétit des gens pour tous ces sujets. Et je pense que le fil rouge, donc la douleur des Blood Angels, leur mutation génétique, etc., nous permettra de nous intéresser un minimum à ce personnage, même si on ne le suit pas forcément dans un ordre chronologique. Et donc, avec un peu de chance, on aura quand même une impression de cohérence, de construction narrative, une sorte de... Voilà, ça va finir par payer tout ça, et potentiellement ça peut payer dans une saison 2 qui serait beaucoup plus chronologique, ou peut-être dans un film où là on suivrait Henry Cavill le temps d'une bataille, d'une campagne, ou que sais-je, ou qui permettrait d'introduire, je ne sais pas, d'autres Space Marines, d'autres chapitres, d'autres factions. J'ai parlé des Blood Angels par rapport à l'Horus Heresy, mais on peut très bien faire une croix sur ce côté introduire l'Horus Heresy, prendre un nouveau chapitre qu'on crée spécialement pour l'occasion, comme ça, kishing, opportunité de licensing. Et au-delà de ça, du coup, on peut créer un truc où en fait, au départ, c'est juste une escouade de 5 Space Marines qui vont un peu aider un système impérial, pas connu, qu'on va créer un petit peu de toutes pièces, et puis on se rend compte, au fur et à mesure de la saison, que tout ça se connecte à des intrigues plus grosses que les fans vont reconnaître, je sais pas, par exemple, l'apparition de la Grande Faille, et puis voilà, si on arrive vers un film, un long métrage, on peut aller vers une bataille un peu plus qui tabasse, on apprend que le chapitre, je sais pas, est connecté Blood Angel, c'est un successeur, donc ils doivent aller sur Baal pour combattre les tyrannides, et puis voilà, ça fait un très gros film à la Starship Troopers où ça tabasse du gros alien. Il y a plein de choses à faire, et il y a d'autant plus de choses à faire que on le sait, Warhammer 40 000, en fait c'est un pot pourri d'influence assez énorme, donc c'est très facile, comme je viens de le faire, de dire Band of Brothers mais dans Warhammer 40 000, Starship Troopers, ça peut être en fait tellement de choses Warhammer 40 000 que ça peut être rien du tout, et ça c'est un vrai problème, et je pense que ça sera vraiment important de le définir en amont, quel niveau de précision et quel niveau d'imitation, je le dis pas forcément méchamment, on va aller chercher avec ce projet. Puisqu'il m'est difficile d'imaginer peut-être une direction artistique, quel type de showrunner, de réalisateur, de scénariste, parce que honnêtement, pour l'instant, le projet est suffisamment, est tout simplement trop flou pour que je le fasse, je me suis plutôt penché sur le côté casting, pour donner un visage un petit peu à tout ça, en plus de notre ami Henry Cavill. Pourquoi le casting ? Parce que, il va falloir trouver des acteurs qui sont capables de rendre compte de cet univers, et je pense que c'est un univers qui n'est vraiment pas facile à jouer. Il y a le romancier de la Black Library, James Swallow, qui parle d'une sorte de running, c'est une sorte de private joke, Warhammer 40 000. Donc si vous l'avez, vous l'avez, et si vous l'avez, vous savez que c'est à la fois c'est très stupide, mais c'est aussi
sérieux, dit-il, que le cancer. Donc voilà, ça fait pas rire quelque part. Il y a des trucs extrêmement graves dans cet univers. Mais en même temps, il est stupide. Et donc ça, cette espèce de nuance, ça peut paraître con dit comme ça, mais c'est vraiment, je pense, un super moyen de résumer Warhammer 40 000. Cette nuance-là, je pense qu'elle est vraiment pas facile à saisir pour un acteur, notamment un acteur qui serait pas familier avec cet univers. Donc quand j'ai pensé à un certain nombre d'acteurs, j'ai été chercher, bon déjà du côté du charisme, par rapport à ce que j'évoquais, qu'est-ce que j'imagine visuellement être un peu des citoyens ou des guerriers de l'Imperium ou d'ailleurs, parce qu'on ne va pas forcément se limiter à l'Imperium, mais donc beaucoup de charisme, et surtout aussi beaucoup d'intensité. J'ai été chercher des gens que j'ai vus dans des situations qui sont vraiment difficiles, peut-être, alors parfois dans l'espace, parce que forcément on ne se refait pas, et ça nous permet d'être un peu plus proche de Warhammer 40 000, donc on appose finalement un petit peu deux univers, et c'est plus simple de le faire comme ça. Mais il est certain qu'au-delà de ce charisme et de cette intensité que j'ai trouvé chez les acteurs, il faudra vraiment trouver presque un phrasé, un ton qui va être super important. Parce que quand on dit, et quand on a peur finalement que Warhammer 40 000 soit raté en adaptation, on pense tout de suite visuellement, parce que c'est un univers très riche, mais c'est aussi un univers très verbeux, très riche en termes narratifs, en termes de vocabulaire, en termes de phrasé en fait. Donc on a des maximes, on a des répliques, on a des choses, on imagine, on sait même comment les personnages parlent, on n'a pas besoin de l'imaginer, on a des romans qui le font pour nous. Et donc même quand on crée notre fluff, on a, j'en parlais dans l'épisode qui est dédié à ça, il faut se montrer un minimum fidèle à tout ça, et je pense vraiment pour avoir travaillé avec des acteurs, j'ai eu cette chance pour les doublages des jeux sur lesquels j'ai été invité à travailler, et ben en fait on voit que c'est les acteurs, c'est des gens qui donnent énormément de choses en cabine ou même face à la caméra, peut-être même encore plus face à la caméra, mais parfois il faut les diriger, et puis parfois il faut les laisser composer, il faut qu'ils puissent s'approprier ces espèces de petits paradoxes, de bon alors là ok, bon, t'es en train de pleurer, t'es triste, mais en même temps il faut que tu sois au maximum de la combativité parce que t'es sur un champ de bataille et tout, enfin on leur demande de faire des trucs qui sont absolument dingues, et je trouve qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile, et deux, il donne en retour, et il donne aussi un travail qui est extrêmement puissant, extrêmement millimétré. Je me permets cette petite aparté parce que je pense vraiment qu'au-delà du côté visuel, au-delà du scénario lui-même, c'est-à-dire sur la pure mécanique, l'intrigue, le plot, comme on dit, etc. aujourd'hui, il va vraiment falloir que la façon dont les acteurs ont d'incarner cet univers soit réussie. Et ils peuvent pas parler comme dans Star Wars, ils peuvent pas parler comme dans Avatar, comme dans Aliens, comme dans... Il va falloir aller chercher ailleurs, et il va falloir aller chercher dans Warhammer 40 000. Le problème, c'est que Warhammer 40 000, c'est basé sur Star Wars, sur Aliens et sur tant d'autres choses. Donc ça va pas être facile, et je pense que les scénaristes vont faire pour beaucoup, et puis ensuite, c'est les acteurs qui vont devoir transformer cet essai. Et pour vous aider à comprendre, vraiment enfoncer le clou sur cette idée-là, je prendrai l'exemple des 3 mousquetaires qui ont été adaptés là récemment cette année en France. Donc c'est un exemple très franco-français, et je m'excuse pour les autres qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas vu ces films. Eh bien... dans les 3 mousquetaires, il y a une façon de déclamer, de donner ces répliques qui est extrêmement particulière et qui peut faire sourire ou qui peut gêner au départ. Et puis, si on se prend un petit peu au jeu, ça devient de plus en plus naturel, c'est peut-être pas le mot, mais de plus en plus logique. Ça fonctionne avec le reste de l'univers, et ça fonctionne d'autant plus que les acteurs y croient, en tout cas la plupart. Et typiquement dans ce film, je trouve que François Civil, qui joue D'Artagnan, il croit à ces répliques-là, et du coup elles sonnent bien, elles sonnent justes, et même si elles sont très bizarres à l'oreille d'un Français qui est plutôt habitué à un Français beaucoup plus familier, parce que là c'est quand même un peu un mélange de punchline presque hollywoodienne avec un Français plus soutenu et plus ancien. Mais ça marche, on finit par s'y habituer, et je trouve que c'est le parfait exemple de ce qu'il faudrait faire avec Warhammer 40 000, c'est-à-dire pas un anglais forcément à l'ancienne, etc., mais il faut trouver un ton qui quelque part va nous faire un petit peu tiquer, mais va fonctionner, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit parfois dans les jeux vidéo, ou dans les cinématiques de jeux vidéo, est pas toujours bon, même ce qu'il y a sur Warhammer Plus fonctionne pas toujours. Et de temps en temps, il y a un épisode de Hammer and Bolter où là ça sonne juste, là on a quelqu'un qui a pigé comment il faut faire parler les personnages, et ça va être vraiment important dans l'écriture, je disais, mais aussi dans la performance, l'interprétation des différents acteurs. Donc j'espère que Henry Cavill va pouvoir tenir la dragée haute de ce point de vue-là, mais aussi que ses futurs compagnons de casting, il pourra leur transmettre la même passion pour qu'ils puissent à leur tour s'approprier Warhammer 40 000. Alors du coup, j'en arrive enfin, après cette longue aparté, mais j'espère qu'il vous a passionné autant que moi j'étais passionné à vous le raconter, au casting que j'aurais pu imaginer. Alors, il n'y a pas vraiment de rôle qui va avec chacun des acteurs, mais c'est des acteurs auxquels j'ai pensé, de par, comme je vous le disais tout à l'heure, leur charisme et l'intensité dont ils ont fait preuve dans les séries ou dans les films où j'ai pu les voir. Et pour commencer,
eh bien je vais citer Toby Stephens. Toby Stephens, il a joué dans une série qui s'appelle Black Sails et que je vous conseille, qui est une série sur les pirates, peut-être une des meilleures séries que j'ai jamais vues. En termes d'enjeu, c'est vraiment top. Et lui joue un petit peu l'un des protagonistes, peut-être même un petit peu le héros de la série. Bon, c'est quand même assez choral, donc je ne sais pas si c'est vraiment lui le héros, mais il commande. Il a une telle présence en fait sur les ponts de bateaux, comme sur l'île des pirates, comme dans les situations les plus horribles, que je me dis qu'il est parfait pour Warhammer 40 000. Et il a quand même aussi, c'est un rouquin assez grand, très anglais aussi, effectivement, donc ça marche quand même en plus hein, pour Warhammer 40 000. C'est un petit avantage d'être britannique. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est anglais spécifiquement, mais en tout cas britannique. Mais voilà, Toby Stephens, une espèce de charisme comme ça sur pattes, et vraiment un rôle de commandant, on l'imagine immédiatement. C'est pas forcément un Space Marine, peut-être plus un garde impérial, peut-être même un extraterrestre, hein, qui sait, qui aurait un petit peu la même présence en fait dans certaines scènes. On a déjà parlé de Game of Thrones tout à l'heure, donc je vais pas me gêner à aller piquer un acteur, en l'occurrence une actrice, depuis la série Game of Thrones, mais on l'a aussi vu dans Judge Dredd, l'une des inspirations de Warhammer 40 000 quand même, donc là aussi ça pourrait marcher. Et je pensais bien sûr à Lina Headey qui joue Cersei Lannister, un petit peu le penchant, le pendant, je ne sais plus comment on dit, féminin de Toby Stephens, dans cette même présence, cette espèce de charisme un peu à froid. Je trouve que ça collerait bien. Et puis dans Dredd, on l'avait vu plus dans un côté un peu Gengar, un peu Necromunda. Et dans les deux cas, je trouve qu'elle patronne, et ça me ferait beaucoup plaisir de la voir arriver dans une production de la sorte, et on sait qu'elle peut jouer avec ce genre de matériel. Je continue avec un de mes petits chouchous, depuis longtemps, peut-être depuis le remake de Robocop, que beaucoup de gens n'avaient pas apprécié, mais moi je le porte un petit peu dans mon cœur, je défendrai quand même toujours ce film. C'est Joel Kinnaman, qui nous vient de Suède si je dis pas de bêtises, mais qui a fait une belle transition du côté d'Hollywood, puisqu'on le connaît pour Suicide Squad. Alors je citerai plutôt celui de James Gunn, dans lequel je trouve vraiment beaucoup plus charismatique, mais sinon For All Mankind. Donc il joue un astronaute dans cette série qui est vraiment super, je vous recommande d'ailleurs. Ça me permet, vous l'avez deviné, de parler un petit peu d'autre chose que de Warhammer avec ce podcast, c'est aussi pour ça que je voulais le faire. Mais voilà, Joel Kinnaman, là aussi, beaucoup de charisme, beaucoup d'intensité, des rôles souvent militarisés mais qui fonctionnent bien, mais une espèce de froideur et un côté tueur dans le regard et dans la voix qui est vraiment très impressionnant. Et la voix spécifiquement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur cette façon de déclamer les répliques, d'envoyer du dialogue, lui il est super fort. Lui là-dessus c'est vraiment ouf, et c'est assez intéressant parce que là, son film le plus récent, il ne parle pas. Mais je trouve qu'il a une telle présence par la voix, ce serait dommage de se priver de celle-ci, et je l'imagine vraiment utiliser cette voix pour le mieux, un personnage, quel qu'il soit. Mais voilà, Joël, ça serait sympa qu'on le retrouve dans cette série, ou ce film. Ramenons un petit peu de personnages féminins dans cette histoire, avec Karen Gillan, là aussi britannique, ancienne élève de Doctor Who, que vous connaissez bien pour Guardians of the Galaxy, où elle joue Nebula. C'est ce rôle-là qui m'a inspiré à la voir en fait un petit peu dans mon casting hypothétique, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui compose hyper bien avec des personnages en apparence assez, on va dire, pas joyeuse, Gamora, mais pas Gamora, Nebula, pardon, c'est sa sœur Gamora, mais il y a un petit côté, à la fois elle est tueuse, et à la fois elle est sympa. C'est à la fois ta meilleure pote et en même temps elle va t'assassiner si t'as le dos tourné. Et cette ambivalence-là est très intéressante, et sous une autre forme, elle joue une forme d'ambivalence dans Doctor Who aussi que je trouvais assez intéressante. Et c'est une actrice qu'on a tendance un peu, je trouve, à typecaster dans ce côté un peu, ouais, grande sœur, meuf un peu cool et tout. Et je la verrais bien utiliser ça, mais renverser un petit peu le paradigme dans un univers beaucoup plus brutal, celui de Warhammer 40 000, et quand même toujours utiliser cette ambivalence. Donc Karen, si tu nous écoutes, n'hésite pas à rejoindre l'aventure. On parlait de l'espace tout à l'heure, et je vais parler de The Expanse, et même aussi de Ahsoka, puisqu'il est dedans, même si on n'a pas vu son visage. Maintenant, il avait un casque très ouvragé qui fait pas mal penser à ce des Blood Angels, justement. C'était West Chatham qui joue Enoch dans Ahsoka, c'est ce Stormtrooper avec un espèce de visage à la place du casque. West Chatham, c'est lui qui joue Amos. Alors lui, c'est une brique aussi en termes de physicalité. Il ramène ça. On aura besoin, aux côtés d'Henry Cavill, surtout s'il joue un Space Marine, d'acteurs qui sont bons, mais qui vont avoir cette mâchoire. Et je pense que c'est assez significatif pour moi. Les Space Marines ont cette gueule carrée parce qu'on a tous assemblé nos bits de Space Marine, et on voit qu'ils ont souvent vraiment un carré à la place du visage, et souvent des pommettes assez hautes, le crâne rase et tout. Donc il faut que les mecs aient l'air plutôt impressionnants
avec juste leur visage qui ressortent de l'armure, et éventuellement si on les voit sans l'armure, qu'ils aient quand même l'air relativement convaincants, même juste avec un pagne sur le zob. Donc je pense, sans vouloir trop m'avancer, que Wes Chatham sera tout à fait convaincant et pourra tenir la dragée haute à notre cher Henry Cavill à la salle, et ça c'est quand même important. Autre actrice auquel j'ai pensé assez spontanément, c'est Sonoya Mizuno, qui jouait dans Devs et dans Ex Machina, qui sont tous les deux de Alex Garland, qui est d'ailleurs un des auteurs auxquels j'aurais tendance à penser pour Warhammer 40 000, parce que c'est vraiment quelqu'un, déjà là aussi de britannique, qui va plutôt aller chercher dans une science-fiction qui peut être politique, qui peut être assez réfléchie, mais qui peut aller dévier vers l'horreur, vers des choses beaucoup plus expérimentales, donc ça me paraît être potentiellement un bon candidat. Mais revenons plutôt à Sonoya, que moi je trouve vraiment très cool. Là aussi une élève de Game of Thrones, parce qu'elle avait un petit rôle dans le préquel House of the Dragon. Et je trouve qu'elle a vraiment un espèce de charisme très à elle, là aussi qui passe beaucoup par la voix. Elle avait les cheveux courts dans Devs et elle a vraiment, ça crée presque un design, je vais parler en ces termes-là, un chara-design qui est vraiment intéressant. Et je la vois extrêmement bien dans un rôle de noble impérial ou ce genre de choses. Je l'imagine aussi assez facilement arriver du côté des Eldar ou des Tau ou que sais-je, mais faut un petit peu se méfier de ce cliché de caster tout ce qui n'est pas, on va dire, blanc caucasien en extraterrestre. J'aimerais bien qu'on en finisse avec ce truc-là, même si je serais pour des Eldar noirs ou que sais-je, mais Sonoya peut jouer pas mal de choses et pas forcément un extraterrestre, donc j'aimerais bien la revoir aussi dans un univers qui est tout aussi intense que ceux créés par Alex Garland. On va reparler de The Expanse et on va aussi parler de Pacific Rim parce que c'est sans doute le film pour lequel vous le connaissez le mieux. Je vais parler de Burn Gorman qui est un des deux scientifiques un peu foufou dans Pacific Rim et qui là est vraiment une gueule. Il n'y a pas tant de gueule que ça dans les gens que j'ai cités, c'est peut-être d'ailleurs un peu un échec de ce point de vue-là, ce casting. Mais j'aimerais beaucoup un casting de gueule, un casting de second couteau qui ont vraiment, ils sont reconnaissables, putain, dans quoi je l'ai vu. Alors Burn Gorman, vous l'avez en l'occurrence vu dans le dernier Hunger Games, vous l'avez vu dans Elona Holmes, vous l'avez vu dans tellement de trucs en fait, parce que encore une fois, il a une espèce de... Alors il joue souvent des nazis, donc c'est quand même un peu un avantage déguisé pour Warhammer 40 000 de pouvoir avoir l'air relativement menaçant et flippant dans des uniformes militaires particulièrement bien taillés. Donc je trouve qu'il aurait tout à fait sa place dans l'univers de Warhammer 40 000 de ce point de vue-là. Je l'imagine assez facilement en fait en inquisiteur, il y a vraiment ce côté un peu roublard et tout, qui pourrait vraiment bien fonctionner. Et là aussi une voix un peu particulière et une gueule un peu avec les yeux un peu perçants comme ça, qui fonctionne très très bien, donc j'aimerais beaucoup le voir, et typiquement quand je pense à Eisenhorn, je l'imagine souvent avec un peu la gueule de Burn Gorman, donc c'est pour ça qu'il se devait d'être dans cette liste. Et on va terminer par deux derniers interprètes. La première, c'est Tessa Thompson. Donc là, j'ai vraiment continué mon pillage du MCU. Donc après Karen Gillan. Alors vous la connaissez effectivement pour Valkyrie. Je pense que c'est loin d'être son meilleur rôle. Tessa Thompson, moi, je la reconnais plus justement par Annihilation et Westworld. Deux œuvres, donc en Annihilation encore avec Garland d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais bref, deux œuvres dans lesquelles elle a un personnage beaucoup plus bizarre et complexe, et je trouve que la bizarreté lui va assez bien, et Warhammer 40 000 étant un univers assez bizarre, je trouve que ça pourrait être intéressant de la ramener dans quelque chose comme une adaptation dont on parle maintenant depuis près d'une heure, donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais beaucoup la revoir dedans, et enfin, je vais terminer avec mon ami Sopé Dirisu, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais je crois que c'est comme ça, qui joue dans Gangs of London, qui est du coup un des héros, il me semble qu'il s'appelle Elliot. Super stylé, charisme écrasant, très fort à la bagarre. Et je ne sais pas pourquoi Hollywood dort sur ce mec, mais franchement, il a une dégaine de dingue, il a une présence de fou, et on sait qu'il fait bien la bagarre, et très clairement, j'ai envie de le voir dans un univers aussi intense que Warhammer 40 000. D'ailleurs, Gangs of London, très grosse énergie de Britons énervés aussi, ça gicle dans tous les sens, ça canarde, ça se donne des coups dans le dos, enfin, c'est vraiment la mafia à très haut niveau. Potentiellement, les créateurs de Gangs of London, réalisateurs et scénaristes, pourraient être invités à mon projet, parce que je pense que c'est un petit peu aussi la tonalité que j'aurais envie de rechercher, et à défaut de la tonalité, peut-être leur piquer au moins un des visages, donc le bon Sopé. Mais peu importe le casting,
On va terminer avec ce qu'il faut retenir, en gros, hein, c'est qu'avant même de poser la première ligne de dialogue, de tenter le premier concept art, il va avoir des choix si nombreux et si épineux que je n'envie pas Games Workshop et Amazon, ainsi que les créateurs qui vont inviter à se lancer dans ce projet. Mais l'univers, il est si riche que finalement, même un raté, ça ne signera pas forcément la fin de Warhammer 40 000, en tout cas peut-être pas tout de suite. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, on connaît des plantages assez stratosphériques, et même des licences très établies ne sont pas à l'abri de se casser la gueule. Mais je me dis, bon, en fait, s'ils tentent un truc sur, je sais pas, les bas-fonds d'une cité ruche, ou un truc très garde impériale, et que ça prend pas, eh ben on pourra toujours faire du Space Marine derrière. Ou on pourra toujours refaire, si on a fait du Space Marine et que ça marche pas, ben on pourra revenir à un côté plus humain. C'est quand même l'avantage de Warhammer 40 000, c'est qu'on peut le prendre par tellement de bouts que j'ai pas forcément l'impression qu'il puisse vraiment se planter pour toujours. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, comme je le disais, le ton sera presque aussi important que le reste. Et ça, il va falloir le travailler en amont, le travailler dans le choix du casting, surtout dans un paysage où les adaptations de Warhammer 40 000 se sont multipliées. Parce que Warhammer Plus, ça concerne pas forcément beaucoup de gens, mais Space Marine 2, bah, ça concerne beaucoup plus de gens, les Dawn of War avant ça, ça concerne aussi des gens, et les gens commencent à avoir un petit peu un avis de ce qu'est Warhammer 40 000, et aussi parce que le hobby a un petit peu explosé, et donc il y a beaucoup de gens que je connais qui ont repris le hobby un peu en cours de route, ils peignent 2-3 filles, ils connaissent pas forcément le lore sur les bouts des doigts, mais c'est un univers qui les intéresse, et ils attendent quelque part cette adaptation-là pour se lancer et être un petit peu ce lecteur de comics débutant qu'on pouvait être quand le MCU est arrivé sur les écrans. Et donc, il faut quelque part que ça ne déçoive pas, et je pense, du coup, il ne faut pas que ça soit trop en surface, pas trop vanille, et on espère vraiment qu'ils sauront capturer ce ton, cette énergie si particulière à Warhammer 40 000. Voilà pour moi, j'espère que ce podcast vous aura plu. Avant de vous quitter, eh bien, je vais vous laisser avec mes petites nouvelles côté hobby. Alors, je suis toujours en train de lire The End of Death partie 2. Toujours aussi long, je m'accroche, je suis à plus de 50%, mais j'ai un peu l'impression que ça démarre pas cette histoire, donc voilà, si vous êtes aussi en train de le lire, eh ben, je vous envoie tout mon soutien, mais peut-être que voilà, entre Noël et Nouvel An, j'aurai l'occasion de lire un peu plus et de le finir, et de vous en parler un petit peu en 2024, avec on espère aussi un épisode spécial sur la fin de l'hérésie de Horus. Côté vraiment hobby à proprement parler, ces derniers temps, je me suis lancé, après avoir fini mes 10 Deathcore de Krieg, eh bien, dans une série de personnages. J'avais fait pas mal de chars, pas mal d'infanterie cette année, et je me suis dit, j'ai pas fait beaucoup de personnages, et en même temps, j'en ai pas mal qui traînent, donc j'en ai monté 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 en fait, je crois que j'en ai 5. Donc il y a le catachant colonel que tout le monde veut, que j'ai eu la chance d'avoir pour mes 30 ans, il y a quelques années donc maintenant, 2 ans maintenant. J'ai Minkalesk, je crois que c'est son nom, personnage issu des romans, donc une sergent cadienne je crois, en tout cas une cadienne à la base, que j'ai converti. J'ai eu un Technogur que mes frères m'ont offert pour mon anniversaire, donc celui-là il est tout récent, mais il a été quasiment assemblé et peint aussitôt, donc ça c'est plutôt cool. J'ai un Vindicar qui traînait, et j'avais quoi d'autre, un commissaire, un nouveau commissaire, et je dois dire que j'ai pris une vraie bouffée d'air en attaquant ces nouvelles figurines-là. Je sais pas si c'est le côté personnage, donc c'est un peu plus reposant, on peut se mettre juste sur une figue, et puis on a l'impression d'avancer beaucoup plus vite, parce qu'on est que sur une figue, puis une fois qu'on l'a fini, on a l'impression d'avoir ajouté une unité, alors qu'en fait c'est une seule figue, surtout pour la garde impériale, où elles valent très peu de points souvent. Mais il y avait vraiment quelque chose d'assez salutaire là-dedans, et je pense que je m'étais quelque part un peu trop privé pendant tout ce temps. Après, j'aime bien aussi ce format-là, de prendre plusieurs personnages, parce qu'il y a vraiment un côté, on change à chacun d'entre eux, et ça me rappelle un petit peu ce qu'on peut avoir sur des bandes Warcry ou Underworld, j'imagine, de dire bon bah voilà, j'ai 4-5 personnages, c'est pas une escouade puisqu'ils sont tous très différents en termes de couleurs, etc. Donc un Technogur, je l'ai fait en métal et en rouge, après je passe à Minkalesk, c'est mon schéma de couleur original, après je passe à un Catachant, donc c'est mon schéma de couleur avec quelques variations. Donc je pense que ça peut être très intéressant de le faire si vous avez quelques personnages qui traînent chez vous. En tout cas, je vous conseille, pas forcément besoin d'aller jusqu'à 5, mais peut-être 2 ou 3, ça peut être déjà cool. Et moi, ça m'a vraiment fait un bien fou là en fin d'année, après le gros kit challenge, etc. Mais voilà un petit peu sur ce qui m'a occupé ces derniers temps. Je fais plus d'épisodes, donc forcément j'ai moins de hobbies à vous présenter entre chaque épisode, parce qu'il se passe moins de temps. En tout cas, j'espère que cette régularité-là vous plaît. J'ai pas forcément l'impression qu'elle se traduit encore une fois par des statistiques qui sont boostées. Donc s'il vous plaît, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager
partout sur vos réseaux, et puis à lui mettre des bonnes notes partout où vous pouvez le faire. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter avec un petit peu d'avance une très bonne année, des meilleurs vœux pour 2024, avec beaucoup de hobbies, mais beaucoup de bonnes choses de manière générale. Et puis nous, on va se retrouver à la rentrée avec pas mal d'épisodes que j'ai déjà un petit peu en stock, et puis potentiellement des nouveaux formats, des nouveaux invités pour essayer de diversifier la chose, et puis retrouver un petit peu notre gloire d'antan, comme des Space Marines au 41e millénaire. Allez, je vous embrasse, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Bonus. Trax.